L'après-ski, une émission du Nouvelliste avec le soutien de Ski Actu. Retrouvez l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV avec le soutien de Bliblablo et Net+. Ski Valais. Raiffeisen, sponsor de Swiss Ski depuis 2005. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission de l'après-ski, votre rendez-vous hebdomadaire. Et ce soir encore, nous avons de super invités. Elle est slalomeuse de Coupe du Monde, Mélanie Meillard. Bonsoir Mélanie. Salut. Et elle n'est pas venue seule, elle est venue accompagnée par un membre de son équipe, son préparateur mental, Gaëtan Constantin. Salut Gaëtan. Salut. On va revenir sur les courses du week-end, mais avant ça, on va parler aussi de préparation mentale, de retour de blessure. Avant tout, passons au débrief. Est-ce que vous avez regardé les courses du week-end ? Oui. Oui. En partie. En partie. Les athlètes masculins étaient à Beaver Creek où il y a eu un changement de programme, mais une descente, un super G et un géant ont eu lieu. 3 courses, 2 victoires de Marco Odermatt. Lors de la descente, sa 5e victoire. Mélanie, il est toujours aussi impressionnant. Ouais, on est habitué de le voir là, j'ai envie de dire. Donc, c'est impressionnant ce qu'il fait, surtout là en descente et tout. C'était magnifique. Et un regard de préparateur mental, ce qu'il fait, c'est... Ouais, la régularité surtout qui est impressionnante, d'être conditionné, de se préparer pour toutes les courses à ce niveau de performance. Et un autre Suisse, Franjo von Halmen, a terminé 4e lors de cette descente. Et lors du Super G, un Super G tronqué, 31 athlètes ont pris le départ. Le dernier, Loïc Meillard, ton frère, Mélanie. Puis la course s'est arrêtée. Elle a été validée car 31 athlètes ont pris le départ. Est-ce que tu as eu un retour de ton frère dans ces conditions dantesques ? Un bref retour, j'ai envie de dire. Je lui ai juste écrit, puis je lui ai surtout dit t'as bien fait de pas d'être trop battu. Moi, je me suis dit j'espère qu'ils arrêtent juste avant qu'ils partent. Mais du coup, voilà, il est parti et lui-même il a dit voilà, je me suis pas battu là-dedans et je pense que c'était la meilleure réaction à avoir. On a vu aussi Kildé ou d'autres personnes qui ont, on va dire, pas abandonné, mais qui se sont rendus compte que ça ne servait à rien dans ces conditions de prendre des risques inutiles. C'est aussi un choix qu'il faut faire intelligent, et ça s'apprend et ça se travaille aussi en préparation mentale. Oui, disons que c'est des conditions qu'on essaye d'aborder avec les athlètes, mais bon, on est tellement dépendant justement de ces différentes conditions que tous les scénarios sont pas possibles à prévoir, mais on essaye quand même de travailler sur ce genre d'éléments et d'événements. Ouais. C'est quelque chose à apprendre, de se préparer à dire bon, en tant que compétiteur, de se dire ok, je mets le pied sur le frein et je... Très très difficile. Quand on est compétiteur, c'est très difficile d'être capable de reconnaître, rien que déjà de se connaître soi-même et puis de se poser des limites. Mais c'est des scénarios et c'est des discussions qu'on a avec les athlètes, effectivement. Et dimanche, la météo était plus clémente. Le géant a eu lieu, un géant très serré. Marco Odermatt a gagné. Loïc Meillard a terminé à la 9e place. Lucas Erni à la 13e. C'est leur meilleur résultat de la saison. Et un nouvel athlète, Lens Eschler, a marqué ses premiers points. On écoute Matteo Joris et Valentin Creta, les entraîneurs des athlètes masculins. Salut Marine, salut à tous. On est donc à Beaver Creek en bas de la Birds of Prey où se termine cette tournée américaine. Alors on va très vite parler avec Matteo Joris, avec Valentin Creta parce qu'ils doivent aller prendre un avion rapidement. Un petit bilan Matteo sur cette tournée américaine. Il y a eu les 3 victoires de Marco Odermatt. Derrière, c'est un petit peu plus poussif. Oui, certainement, lui, il s'est reconfirmé aujourd'hui, mais on a vu aussi une progression des autres. On a bien travaillé la dernière semaine, on sait qu'il y a du travail et je pense que c'est le bon chemin. On a vu des bonnes choses aujourd'hui. Il faut continuer à aller comme ça en avant, on a du progrès à faire. On a des progrès à faire, on se rappelle la saison dernière, un début de saison tonitruant des Suisses. On pensait bien que ça n'allait pas forcément être possible de reproduire un tel début de saison. Et pourtant, il y a quand même de belles promesses chez les filles, chez les hommes aussi. Valentin, comment toi tu vois les choses ? Je pense que le ski il est là et on est en place. On a bien bossé aussi les dernières semaines. Ma foi, cette semaine c'était un petit peu plus compliqué avec la météo, il y a beaucoup de changements de météo. Le Super G c'était une course compliquée, voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui la visibilité aussi, ça change souvent. C'est le jeu, c'est le sport, par contre le ski il est en place, donc on se réjouit de la suite. On se réjouit surtout de revenir en Europe parce que c'est maintenant la saison européenne qui va commencer. Messieurs,
Voilà, il va falloir retrouver des bons réglages pour Loïc Meillard notamment. On n'est pas très inquiet. Non, comme j'ai dit, là, ça manquait un peu la confiance. On est en train de construire ça. Et on a vu aussi aujourd'hui déjà des secteurs qu'il est là devant. Ça manque plus grand-chose pour arriver là. Mais on sait quoi ce qu'on doit faire. Il y aura aussi une belle série de courses à Val Gardena pour les descendeurs. Là aussi, pas très inquiet. L'occasion de revoir les Alexis Monet et autres tout devant. Oui, je pense que, comme j'ai dit avant, le ski il est là, on a pu faire pas mal de kilomètres. Donc maintenant, il faut mettre les manches en bas et puis on sera devant. En tout cas, on fait tout pour. Merci beaucoup messieurs en tout cas pour tout. Et puis bon retour, allez vite prendre votre avion, c'est le moment. Allez, ciao. Du côté féminin, elles étaient à Tremblant, au Canada, pour 2 géants. Pas de médaille, pas de podium, mais 2 quatrièmes places de Camille Rast. Mélanie, tu as eu un petit mot, un échange de messages avec elle? Non, on n'a pas échangé de messages. C'est vrai qu'on se voit en fin de semaine, donc du coup, on est les deux un peu dans cette optique que quand on se voit, on parle de ça. Mais en tout cas, à la télé, c'était beau à voir. Puis en partant des États-Unis, on s'est dit les deux, je lui ai dit, de toute façon, tu vas faire mieux qu'il y a 2 ans, parce qu'on avait les deux fait des courses catastrophiques là-bas. Et c'est vrai qu'elle s'est super bien rattrapée. Elle a fait 2 super belle course. Et une autre athlète, Soupilaire, a terminé dans les points 2 fois, 20e et 28e. Elle a marqué ses premiers points de Coupe du Monde. On parle de géants et de courses de géants. Mélanie, tu n'en as pas encore fait cette saison. C'est un choix, c'est un plan pour cette année? Pour l'instant, ça a été un choix de pas les faire. C'est vrai qu'en préparation, j'ai fait beaucoup moins de géants que l'année passée. J'ai plus axé sur le slalom. Après, déjà l'année passée, le slalom était la priorité. Cette année, c'est resté la priorité. Et c'est vrai que, étant donné qu'en début de saison, le slalom était un peu plus compliqué, j'ai décidé pour l'instant de pas prendre part aux géants et je verrai course après course, enfin semaine après semaine, si cette année je ferai des géants ou pas, enfin cette saison plutôt. Et cette décision, c'est quelque chose que tu prends, enfin c'est une décision que tu prends seule, t'as ton mot à dire, ou c'est vraiment au niveau de tout l'entourage et peut-être Gaëtan aussi a un mot à dire là-dessus ou pas? Je pense que j'ai toujours mon mot à dire. Non, j'ai toujours mon mot à dire. Après, c'est vrai que certaines décisions sont des discussions avec les entraîneurs et tout l'entourage. Mais après, ça, c'était clairement moi, ma position et mon envie. Et comme en début de saison, ou bien par exemple là, de Copper et Tremblant, c'était clairement ma décision de ne pas faire. Parce que si j'avais voulu les faire, j'aurais très bien pu. Donc, c'était purement ma décision. On est revenu sur les courses du week-end. Elles ont aussi été marquées par de nombreuses chutes. Gaëtan, t'en as vu ou pas? Oui. Elles t'ont surprise? Non, je crois qu'on a notre lot de chutes quasiment tous les week-ends, donc je pense que ça fait maintenant partie un petit peu de tout ce qui se passe ces derniers week-ends. Ça peut questionner, ça peut nous poser des questions, mais encore une fois, c'est des éléments aussi qu'on se doit d'aborder avec les athlètes. Ça fait partie de notre travail, ça fait partie de l'appréhension de toutes ces courses. Et la chute, ça fait partie vraiment de cette partie-là. Donc on est là-dessus. Vendredi, lors de la descente, c'est Rocasno qui a chuté, qui a perdu même son casque. Et puis en Super G, c'est Franjo von Halmen qui a terminé dans les filets. On revient toujours à cette même discussion, la sécurité dans le monde du ski alpin. Gaëtan, quel regard tu portes de l'extérieur ? Comme d'autres sports, ça fait vraiment partie de l'environnement et des risques du métier, j'ai envie de dire. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'aligner l'athlète avec ces risques-là et de faire en sorte qu'il soit bien conscient, qu'il soit préparé aussi à les aborder, à les affronter et de le rendre le plus conscient possible par rapport à ça pour éviter les mauvaises surprises. Mais on va dire éviter les dangers dans un sport comme celui-ci, c'est tout bonnement impossible. Mélanie, de ton côté, comment tu vis ces risques à l'intérieur Vu à la télé, des fois on a l'impression qu'ils ne se rendent pas compte, mais toi, comment tu vis cette situation ? Je pense qu'on s'en rend compte qu'il y a des risques, mais après, tu peux pas être au départ et y penser. Tu peux pas te dire non, mais là, il y a des risques. Après, c'est vrai que chez les hommes, là, le Super G, tu vois les interruptions, tu vois la météo, tu sais que c'est une journée qui est plus compliquée qu'une autre. Mais après, du moment que toi-même, tu es prêt à prendre le départ et que tu es dans ce portillon, tu peux pas te dire là, c'est un danger et je peux pas. C'est soit j'y vais, ou soit, tu peux te dire, j'y vais un peu plus tranquille aujourd'hui, je vais pas prendre tous les risques, mais sans penser à la catastrophe, on va dire.
C'est plus stressant de regarder ton frère Loïc que de participer à une course. Ah, ça, dans tous les cas. Dans tous les cas. Et je dirais même plus, justement, en Super G, en vitesse, ou bien même les deuxièmes manches, quand il y a un peu des enjeux, c'est toujours plus stressant parce que tu n'as pas le contrôle, en fait. Donc, du coup, voilà. Et selon toi, qu'est-ce que la FIS pourrait mettre en place ou améliorer pour limiter ces risques? C'est difficile à... C'est difficile. Hein. Il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a plein de petits facteurs. C'est vrai qu'on parle beaucoup du casque en ce moment. Après, maintenant, juste d'avoir déjà mis les anticoupes, les airbags obligatoires, déjà, ça, c'était, je pense, des bons points parce que c'est des choses qui peuvent s'éviter en portant juste un collant. Le casque, c'est vrai que ça serait bien d'y remédier, de avec voir des normes un peu exactement très des vieilles, normes actuelles. 10 ans. Après, nous, en tant qu'athlète, on peut rien y faire. Donc, du coup, tu portes ce qu'on te donne et tu fais avec. Et après, c'est vrai que je pense que des courses comme ce week-end, quand tu vois qu'il y a un danger en plus, tu vois rien, la piste n'est pas bonne, tu peux peut-être te poser la question à ce moment-là, est-ce que ça valait la peine? Mais après, c'est toujours la même chose. La FIS sait qu'il n'y a pas beaucoup de week-ends pour attraper des courses. Donc, quand ils peuvent la faire, ils sont contents aussi. Gaëtan, mentalement, est-ce que certaines décisions de la FIS qui pourraient être prises sur les normes de casque, sur d'autres normes de sécurité, pourraient soulager les athlètes? Oui, certains athlètes, je pense que oui. Après, on est quand même sur un monde de spectacle. Donc, tout ça fait partie d'une grosse industrie. Mais effectivement, je pense que tous ces règlements, toutes ces normes peuvent amener des athlètes à réflexion. Et nous, on est un peu les garants aussi, avec les athlètes, d'être certains qu'ils se posent ce genre de questions et qu'ils soient bien alignés avec tout ce qui se passe par rapport aux normes. Hein, ça, c'est clair. Et on parlait des chutes, mais souvent, quand il y a une chute, il y a une interruption de course. Mélanie, comment tu gères ces interruptions de course? Ou alors le TV break, souvent, après les 15 premiers? L'interruption de course en slalom, il y en a moins qu'en vitesse. C'est vrai qu'on est moins sujet à ça. J'ai envie de dire, des fois, on a une petite interruption, mais c'est plus de remettre une porte. Donc, tu vois qu'ils sont en train de remettre la porte. Et après, les TV break, tu sais que tu dois gérer, tu dois savoir combien de temps il y a entre le dernier, le concurrent qui est parti avant, entre toi après. Mais je pense que c'est avec l'expérience que tu sais ce que tu dois faire à ce moment-là et gérer ça. Gaëtan, si tu as un petit tips pour les jeunes qui nous regardent à la maison, comment on peut travailler cette patience, le fait qu'il y a cette excitation de partir? Comment tu travailles ça avec les athlètes que tu suis? Ouais, on a plusieurs pistes de travail, plusieurs axes. La première chose, c'est d'être capable aussi de déconnecter et se reconnecter, de ne pas toujours rester dans sa bulle pendant des heures et des minutes, parce que souvent on va s'épuiser. Et puis, quand on déconnecte, il faut être capable de se reconnecter rapidement, peut-être avec quelques exercices de respiration, par exemple, qui peuvent ramener l'athlète directement dans son état de concentration pour faire face justement à une interruption et être tout de suite prêt à repartir. En parlant de préparation mentale et de coaching, le Mac de la semaine s'y intéresse, mais avant ça, on passe une courte page de publicité. Ce qui nous différencie, c'est l'engagement en faveur du ski suisse. Pour nous, les pros, mais aussi pour les tout petits. Gaëtan, tu es préparateur mental et tu travailles avec de l'hypnose. Concrètement, c'est quoi? Alors la préparation mentale, c'est en fait comme une caisse à outils dans laquelle on a plein d'outils qui vont nous servir à préparer mentalement les athlètes au mieux pour faire face à toutes sortes de situations, que ce soit avant, pendant ou après l'effort. On travaille vraiment sur tout un ensemble de mécanismes qui sont en lien finalement avec cette partie mentale, cette partie préparation. Et quand tu parles d'outils, donc un de tes outils, c'est l'hypnose.
Exactement. Donc, je me suis formé en hypnose pour pouvoir accompagner les athlètes aussi dans ce cadre-là. Et je m'aperçois que l'hypnose aujourd'hui, avec les athlètes, ça rend service. Et surtout, c'est apprécier des athlètes parce que ça permet de travailler un petit peu différemment de ce qui se fait d'habitude. Mélanie, tu as déjà travaillé en hypnose? Non. Mais on en a parlé. On en a parlé, C'est la prochaine étape. C'est ça. C'est venu sur le sujet de discussion. Et en général, tu préfères travailler en amont pour vraiment une préparation comme les athlètes s'entraînent par exemple en ski alpin, ou alors tu as aussi beaucoup d'athlètes après une blessure, ou qu'est-ce que tu vois le plus? Non, on va dire qu'on les prépare de toute façon souvent avant une saison, ou bien on est aussi là pendant la saison. En fait, aujourd'hui, la préparation mentale, il faut la voir comme un outil qui va se caler comme la préparation physique, comme la nutrition, comme le sommeil. En fait, ça fait partie de tout l'environnement qui va tourner autour de l'athlète. Et on est sur toute une saison sur l'athlète et on va l'accompagner sur tous les sujets. Ça peut être la préparation estivale, ça peut être pendant la saison. On peut s'appeler entre deux manches, entre deux courses. On peut se voir après une blessure. On peut travailler vraiment sur la récupération. Enfin, il y a énormément de possibilités de travailler en préparation mentale et peut-être le mot préparation aujourd'hui, il est peut-être plus adapté. On est vraiment sur de la performance et du coaching de performance. Mélanie, de ton côté, à quel moment tu t'es intéressée à ce coaching de performance? Quand on m'a dit que ça allait pas dans la tête. Qui t'a dit? C'est souvent encore comme ça. Non, je dirais qu'après ma blessure, j'ai beaucoup essayé seule. Et avec un peu les années et les mois qui passaient, que ça allait pas vraiment. Et on s'est dit, je dis moi, Johan, à la maison, un peu tout le monde à la maison, s'est dit peut-être que ça serait une chose à faire et à explorer. Peut-être que ça aide, peut-être pas, mais au final, au moins j'essaye. Et après, j'ai commencé comme ça avec une autre préparatrice mentale et il y a 2 ans, j'ai commencé avec Aidan. Et avant cette décision, est-ce que tu avais déjà entendu parler de coaching mental ou de préparation plus jeune? Ou ça a été un peu après? Jeune, non, mais après je dirais que avant ma blessure, en tout cas moi j'en ai jamais ressenti le besoin parce qu'au final tout allait bien, rien à faire, j'ai envie de dire. Enfin moi je le percevais comme ça et c'est plutôt surtout après la blessure, un peu avec les appréhensions et tout ça qu'il a fallu un peu travailler. Gaëtan, tu sens que le sujet de la préparation et du coaching est de plus en plus d'actualité? Oui, complètement. On voit que c'est un sujet qui est relativement ancien, la préparation mentale. Je crois que les premières études ont été faites dans les années 1832, quelque chose comme ça. Donc c'était très vieux. Il y a eu des phases importantes dans les années 60 aussi. Il y a eu les Russes qui ont utilisé pas mal l'approche mentale avec les athlètes. Donc c'est une discipline qui est ancienne, mais c'est vrai que de plus en plus on en parle. On le voit avec les JO de Paris, où ça a été un axe de développement important et ça devient de plus en plus important dans l'accompagnement des athlètes. C'est aussi un petit peu plus médiatisé et oui. donc plus de jeunes. Les athlètes, tu les vois de plus en plus jeunes aussi? Oui, il y a aussi une tendance à venir voir un préparateur mental de plus en plus jeune. Il y a aussi des sources de pression qui sont importantes pour les athlètes qui sont jeunes, que ce soit les parents, que ce soit les entraîneurs, les résultats. Il y a énormément de pression qui s'installe rapidement sur les épaules des athlètes. Et la préparation mentale vient justement aider, mettre un petit peu d'huile dans tous ces rouages et permettre à l'athlète d'être plus épanoui et plus aligné par rapport à ce qu'il doit faire. Mélanie, avec un peu de recul, est-ce que tu dis j'aurais dû faire appel à un préparateur ou un coaching avant ou pas? Vraiment, quand j'étais jeune, non. Parce que c'est vrai que... Jeune, c'était ouais, il y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps que ça. Non, mais jeune, je dirais avant d'arriver en Coupe du Monde, environ. Parce que je suis arrivée très tôt en Coupe du Monde, donc je dirais avant d'arriver en Coupe du Monde. Après, c'est vrai que avec nos parents, où ça, on n'a jamais ressenti de pression quelconque quand on était sur les skis. C'était purement du plaisir et oui, tout allait bien. On a eu aussi beaucoup de chance de ce côté-là, entre Loïc et moi, que tout allait bien sur les skis. Mais on n'avait jamais cette pression, jamais de... Ouais, j'étais jamais au départ et me disant mes parents ils m'ont mis la pression et je dois bien faire aujourd'hui. Donc en fait c'était que du plaisir quand je skiais. Donc pour moi à ce moment-là, je dirais encore maintenant que j'en avais pas besoin. Et je dirais que après ma blessure, peut-être j'aurais pu plus rapidement voir cette option-là.
on parle d'âge et puis de jeunes de plus en plus vite coachés. À partir de quel âge, selon toi Alors moi j'ai des athlètes qui ont en général, les plus jeunes ont 12 ans. Donc ça commence à partir de 12 ans. J'ai eu une athlète de 8 ans. Alors là, c'est un petit peu tôt pour dire la vérité, mais c'était sur un problème assez ponctuel qu'on a pu régler rapidement. Mais à partir de 12 ans, les premiers athlètes me contactent pour pouvoir travailler. On a des sports aussi qui sont plus précoces, des disciplines artistiques notamment qui sont plus précoces, où l'accompagnement se fait notamment à partir de 12 ans. On parle de pression des parents, mais est-ce que certains parents justement poussent peut-être un athlète qui ne ressent pas le besoin de venir voir un coaching? Oui, ça arrive. Donc moi, je le perçois assez rapidement. Souvent, quand le parent force un tout petit peu l'athlète à venir voir un préparateur mental, on sent que finalement, il ne sait pas trop ce qu'il fait là. Et on essaie de raccrocher un petit peu les wagons. Des fois, ça se passe très bien et on arrive à déceler des pistes de travail et il accroche. Et des fois, c'est un petit peu plus compliqué. Ça prend un petit peu plus de temps. Mais on va dire que globalement, l'athlète, il est souvent, même à 12 ans, 13 ans, il est souvent assez conscient de ce qui se passe. Et c'est presque plutôt un soulagement pour lui de venir consulter un préparateur mental, on va dire une tierce personne, quelqu'un qui sort un petit peu du cercle habituel, que ce soit des entraîneurs, des coachs ou des parents, quoi. Mélanie, dans ta préparation d'une saison, maintenant que tu as fait appel pour un coaching, quelle est l'importance de cette aide et de cette préparation mentale? C'est la question... Ouais. Si je réponds dur à mesurer en plus. Si on devait faire un classement entre très dur à mesurer, la préparation à ski, la préparation physique, la préparation du matériel, la préparation mentale, comment tu classerais Attention, il va se vexer. Attention. Non, mais je pense que tout se complète. Après, c'est sûr que si tu calcules le nombre d'heures qu'on fait sur les skis et qu'on fait en préparation, qu'on dit, c'est différent qu'une préparation mentale. Mais après, la préparation mentale se fait aussi au début d'un exercice, au début d'une manche. Et du coup, peut-être sans t'en rendre compte, tu travailles là-dessus. Donc, je pense que tout est tout aussi important. Il y a quelques années, j'aurais pas dit ça. Elle grandit. Et puis, c'est jeune. C'est ça. Mélanie, tu l'as dit, tu as eu recours à une autre préparatrice mentale avant. En tant que préparateur, comment on s'adapte à chaque athlète et comment on trouve finalement la personne qui peut nous aider? Je pense qu'il y a une relation de confiance, c'est pas facile. Complètement. Oui, il y a une relation de confiance. Nous, on a été mis en relation par Patrick Flaxion, ton préparateur physique. Je pense que lui avait décelé aussi peut-être un besoin de ton côté, avait peut-être perçu que j'étais la personne qui pouvait correspondre. On a appris à se connaître, on a fait connaissance au début très tranquillement, et puis on voit que le lien de confiance s'installe, et après c'est quand même beaucoup plus facile à travailler, les échanges sont plus profonds, plus constructifs. C'est difficile, Mélanie, de trouver un préparateur? Je pense que tu ressens assez rapidement, pas forcément rapidement, mais c'est rapidement si c'est une personne de confiance et que tu peux tout dire, ou que tu fais la préparation sans tout dire à 100%. Et c'est vrai qu'avant, c'était très bien le travail, mais complètement différent. Et pour moi, je me suis rendu compte, je ne sais plus combien d'années, 1-2 années que j'avais fait avec l'autre personne, et je m'en suis rendu compte que c'était pas ça qui me convenait à 100%, que c'était pas le travail pour moi, parce qu'en fait on est tellement tous différents que tu peux pas travailler la même chose avec toutes les personnes. Et puis maintenant c'est vrai qu'avec Gaëtan ça fonctionne super bien. Donc si tu as un conseil à donner à un jeune athlète, c'est de suivre un peu son instinct et de... Ouais, s'écouter. Suivre son instinct, s'écouter, et puis voir aussi si la personne est prête à comprendre aussi comment l'athlète travaille. C'est vrai qu'on a tous une méthode de travail différente et tu peux pas tout changer non plus dans cette méthode. Si je peux me permettre sur le conseil aux jeunes athlètes, c'est aussi bien évidemment de faire en sorte de contrôler que le feeling avec la préparatrice ou le préparateur mental il passe, mais aussi de se renseigner sur le préparateur ou la préparatrice, peut-être en questionnant des athlètes qui sont suivis par cet individu-là pour voir s'il est formé. C'est important à savoir que la préparation mentale, c'est pas un métier qui est protégé, donc on peut faire face à peut-être des personnes moins bien intentionnées, donc quand même se renseigner sur la formation et prendre des renseignements autour de soi sur des athlètes qui sont accompagnés, qui sont suivis. Je pense que c'est toujours intéressant. Et on parle beaucoup de préparation mentale dans le sport, mais vous, à la maison, vous posez aussi des questions. Est-ce que la préparation mentale peut être inclue dans une vie quotidienne de travail dans un bureau, par exemple ?
Oui, complètement. D'ailleurs, on intervient parfois, que ce soit avec des managers ou avec des chefs d'entreprise, on intervient aussi en préparation mentale. Il y a des similitudes qui sont assez fortes avec le sport d'élite, hein, soumis à des pressions, soumis à du résultat, soumis à du management d'employés, de personnes. Donc on arrive avec quasiment les mêmes outils, les mêmes mécanismes, et on a de plus en plus de demandes en préparation mentale. Donc on amène la préparation mentale du sportif au sein de l'entreprise et ça fonctionne bien. En parlant de quotidien, Mélanie, est-ce que dans ton entourage à ski, vous en parlez de cette préparation mentale ou c'est tabou ? Je dirais pas que c'est tabou. Après, ça vient pas forcément sur le sujet tout le temps, parce que je pense que c'est tellement personnel, et aussi ce que tu vas travailler en préparation mentale, tu vas pas forcément le dévoiler ou le dire à tes copines du ski. Mais après, si on vient sur le sujet, ou si quelqu'un a une question, ou des fois même une jeune, elle nous demande avec qui tu travailles, ou bien si tu as un préparateur mental ou quoi que ce soit, ben, c'est pas du tout tabou, et on est très ouvert là-dessus. Oui, et ce qui te convient ne conviendra peut-être pas à quelqu'un. Exactement. On va maintenant s'intéresser à vous dans l'entretien. Mélanie, tu es née dans le canton de Neuchâtel et tu es arrivée en Valais. Comment ça se fait ? Ça, c'est une question. Elle apparaît comme ça. Pour le ski, tout simplement. C'est vrai que nos parents, j'avais environ 10 ans, sauf erreur. Ou peut-être le moment qu'ils nous ont posé la question, environ 9 ans, ils nous ont demandé avec Loïc si pour nous, ça serait envisageable de déménager en Valais pour le ski, pour que l'école soit aussi plus adaptée pour nous, qu'on puisse plus facilement s'entraîner à côté de l'école, qu'on soit moins en voyage aussi, parce qu'on faisait 3 voire 4 allers-retours par semaine. Et ça a été très clair, notre réponse. Directement, on a dit oui les deux. Donc ça s'est fait assez rapidement qu'on a déménagé à Valais. Gaëtan, toi, tu te verrais quitter le Valais pour aller travailler ailleurs, ou est-ce que tu fais déjà des trajets pour rencontrer d'autres athlètes d'autres cantons ? Oui, je vais sur le canton de Fribourg assez régulièrement aussi pour rencontrer des athlètes que j'ai là-bas, ou sur le canton de Vaud. Donc oui, par contre, partir m'y installer, pour l'instant, c'est un peu prématuré. Mais dans le contraire, je ne repartirai pas du Valais. Ah, voilà, c'est signé. Elle part plus. C'est bon. Tu as fini ton école obligatoire ici en Valais, et puis à la suite de ça, tu as fait un CFC de gestionnaire du commerce de détail. Pourquoi ce choix ? On connaît l'école de sport à Brigue. Comment as-tu pris cette décision ? Les études n'ont jamais été mon point fort, j'ai envie de dire. Du coup, de 1, j'avais pas du tout les notes. Enfin, j'avais des bonnes notes, mais j'avais pas les résultats pour pouvoir aller au collège à Brigue. Et à côté de ça, ça n'a jamais été un sujet de discussion. Pour moi, c'était clair que je voulais pas continuer les études. Donc, ça a été vite un peu discuté avec mes parents. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Dans quelle voie je pourrais aller pour que ça joue avec le ski à côté ? Parce que c'est toujours un peu le sujet critique de trouver une entreprise qui est d'accord de te prendre, mais sans te voir beaucoup de jours par année. Et avec mes parents, c'était assez vite. On s'est dit, dans un magasin de sport chez Oxner, ce serait une solution. On connaissait quelqu'un, et du coup on a passé par ça, et ça a fait assez rapidement que je puisse faire cet apprentissage. Et c'est une belle histoire. Donc tu as fait ton apprentissage chez Oxner Sport, qui est ton sponsor de casque. J'ai fait mon apprentissage chez Oxner Sport, qui est mon sponsor depuis maintenant 10 ans. Donc c'est vrai que c'est une belle histoire, et c'était une belle expérience de pouvoir un peu travailler dans la vie active, voir ce que c'est exactement de travailler, mais vraiment dans une entreprise, et pas en tant que sportif professionnel. Et ouais, c'était une belle expérience de vie. De ton côté, Gaëtan, quel a été ton parcours professionnel pour arriver à préparateur mental ? Un long parcours professionnel. Moi, je viens du monde économique à la base, avec un bachelor en économie. J'ai œuvré après dans le secteur public et dans le secteur privé. Avant de me former en préparation mentale, à la base, je viens du monde du hockey sur glace. On n'avait pas la préparation mentale, c'était inconnu à mon époque. Et en entraînant après des équipes de jeunes, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de se former, de travailler sur l'aspect mental. Et c'est pour ça que je me suis formé en préparation mentale. Donc tant un parcours académique et privé, on va dire, dans l'économique, le sport qui a toujours guidé ma vie, jusqu'à la préparation mentale et à la formation en préparation mentale. Mélanie, tu as très vite sauté les échelons. Tu es passée de Ski Valais au NLZ, puis à Swisski, et une blessure, malheureusement, en février 2018. C'était ta première blessure ? C'était
ma première grosse blessure sur les skis. Avant ça, j'avais déjà eu une opération de la cheville. Mais c'est vrai que tout est allé super vite. Je n'ai pas vu passer vraiment les années jusqu'à là. Je suivais, je sais, ok, je peux aller en Coupe du Monde, je vais en Coupe du Monde. Ok, je fais un bon résultat en Coupe du Monde. Ok, je dois retourner à la prochaine Coupe du Monde. Et j'ai suivi un peu vraiment le mouvement qui s'est fait super rapidement, mon chemin qui s'est créé. Et après, voilà, la blessure a un petit peu stoppé ça. Et comment tu as vécu déjà cette montée en puissance en Coupe du Monde et la blessure finalement? Je l'ai assez bien vécu, la montée en Coupe du Monde. C'est vrai que j'ai toujours suivi mon chemin et ça a bien fonctionné comme ça. Et après, je me suis blessée, on va dire, au pire moment. J'étais aussi dans une super bonne saison. Je venais de faire mes meilleurs résultats, que ce soit en géant et en slalom. Donc, c'est toujours un coup dur. Après, voilà, d'un autre côté, je me suis blessée, mais après la blessure, je savais toujours que, étant donné que j'ai été capable de faire ces résultats-là, donc je savais que je devais tout donner pour pouvoir de nouveau accéder à ces résultats, parce que je me dis, si j'avais peut-être pas réussi ça avant, tu sais pas où tu aurais pu être. Tandis que là, je sais où j'en suis où je pourrais être capable d'être. Cette blessure est arrivée juste avant tes premiers Jeux Olympiques. C'était il y a 8 ans. Maintenant, il y a les prochains à Milan-Cortina. T'as l'impression que le temps entre les deux, ça a été très vite? Très vite et très lent. Non, j'ai l'impression de pas vraiment avoir vu passer ces 8 ans. Je me dis 8 ans déjà. J'étais très jeune ou maintenant je suis vieille. Je ne sais pas comment dire. Non, mais ça a passé d'un côté vite, mais d'un côté aussi lentement. Ça dépendait des années. Gaëtan, comment gérer ces grands événements d'une carrière sportive? C'est une très bonne question en fait. T'as pas la clé? Non. Je vais vous la donner. C'est ce soir dans la presse. Exactement, la clé pour le... Non, c'est une excellente question. C'est toujours des échéances importante. On parle de cycle olympique. Ça se prépare, ça s'anticipe. Là, j'ai des athlètes qui se préparent pour les prochains Jeux olympiques ou bien qui cherchent à avoir une qualification, que ce soit pour les JO d'hiver ou d'été. C'est un long processus. Il faut le baliser correctement, il faut l'anticiper correctement, le travailler de manière efficace, aligner l'athlète avec ce qu'il veut faire et y aller. Après, c'est vrai que il y a tellement d'années qui passent entre deux périodes de Jeux olympiques, il peut se passer vraiment beaucoup de choses. Mais encore une fois, si l'athlète est aligné, il sait ce qu'il veut aller chercher et comment il peut aller le chercher, on arrive à l'accompagner au mieux. Pour les accompagner au mieux, justement, tu dois les connaître dans leur globalité, connaître leur passion ou plein de choses. Comment tu décrirais Mélanie en quelques mots? Mélanie, vous la voyez, elle est toujours souriante, elle est toujours optimiste. Donc, c'est vraiment un plaisir de travailler avec quelqu'un qui est toujours à l'écoute, toujours optimiste comme ça. Faut pas croire, par contre, qu'il n'y a rien qui se passe en elle, qu'il n'y a pas des éléments qui la travaillent et qu'elle n'aimerait pas pouvoir toujours donner le meilleur d'elle-même. Mais par contre, je pense que sa bonne humeur, son optimisme, c'est vraiment ce qui décrit au mieux Mélanie. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir l'accompagner et de travailler dans ces conditions-là. Et toi, Mélanie, comment tu décrirais Gaëtan en quelques mots? Attention. C'est long, là. Non, je dirais à l'écoute et qui cherche à... Je cherche les bons mots. Vas-y, attention. Vas-y. Non, qui cherche à comprendre comment l'athlète travaille pour que ça fonctionne dans la meilleure direction et pas changer l'athlète. Travailler, tirer sur la même corde et garder une ligne de direction. On a parlé par exemple de respiration. Et pour terminer ou clôturer ce sujet de l'après-ski, est-ce qu'il y aurait un exercice de respiration un exercice ou quelque chose à démontrer ou à montrer à nos téléspectateurs? Oui, on peut faire des petits exercices tout simples de respiration. On pourrait partir sur quelque chose comme du 3-12-6. Donc on va inspirer sur 3 secondes.
On va bloquer notre respiration sur 12 secondes et après on va expirer sur 6 secondes. Alors si vous voulez, on peut le faire ensemble. 12 secondes, c'est long au milieu de rétention de souffle. Ça, c'est une respiration c'est une respiration qui va plutôt être utilisée dans le cadre d'un moment de concentration. Et je vous invite sur les 12 secondes de rétention de respiration de fixer un point et on va le faire ensemble, si vous êtes d'accord. On se regarde dans les yeux. Je sais parce que les deux, c'est déjà fixé. Voilà, donc fixer un autre élément quelque part. Je vais fixer... On va y aller sur 3 secondes d'inspiration, on y va avec moi. 1, 2, 3. On bloque sur 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on expire sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On reprend sur 3. 1, 2, 3. On rebloque sur 12, fixer un point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On expire sur 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est typiquement un exercice qu'on peut faire sur une durée plus longue. Je suis devenue toute rouge durant les 12 secondes. Oui, je vous l'ai dit, 12 secondes, c'est long. C'est un exercice surtout utilisé pour la concentration, justement en fixant un point et puis de revenir un petit peu sur le décompte. Et comme on l'a dit durant l'émission, par exemple, avant l'émission, exactement, pour pas que je doive faire des reprises. Parfaitement adapté. Je commencerai à m'entraîner. C'est pour moi. C'était tout visé en fait. Exactement. C'était prévu. Exact. Et on va finir cet entretien avec quelques images qu'on a trouvées sur ton compte Instagram, Mélanie, et que tu vas commenter, nous expliquer. Waouh. La première. Je pense comme j'ai écrit, il n'y a pas de mots. Non, c'était après que Loïc soit champion du monde à Saalbach. C'est vrai que moi, c'était compliqué au slalom le jour avant. Ouais, j'avais le jour avant la course. Jour avant, et ça m'a un peu remis du baume au cœur, on va dire. Et c'était magnifique. On était tout le fans club à la Maison Suisse. Et voilà, c'était une très, très, très belle journée. Beaucoup de larmes. Et puis la seconde. Ça, c'était à Ushuaïa l'année passée, sauf erreur, ou il y a 2 ans. On fait un peu toutes les 8 années. septembre 2024. Ouais, alors l'année passée. Non, c'est vrai que l'année passée, on était au Ushuaïa en même temps. Lui, il est arrivé quelques jours avant. Et le fait de s'être retrouvé là-bas, moi, c'était mon premier jour sur les pistes. Il venait de finir l'entraînement. On s'est dit, allez, on fait une petite photo ensemble. C'est pas habituel qu'on soit au même endroit, au même moment, et qu'on se croise et qu'on ait un peu de temps. Donc, il faut profiter de ces petits moments. Vous ne croisez pas souvent. Bientôt lors des fêtes ou c'est... Ouais, pour fêter Noël en famille, on a un petit moment en même temps. Et la dernière, qui est récente. C'est moi qui skie. Non, je viens de créer des habits avec un beau dessin du Val d'Airain avec moi qui skie et mon logo. Et c'est vrai que c'était un peu mon projet de cette année de créer des habits, des casquettes, des accessoires que je puisse vendre et que les gens puissent acheter. En collaboration donc avec la marque Indie, qui est une marque... Exactement, marque Valaisanne, c'est eux qui ont créé tout le design et c'est un peu mon but que ça montre le Val d'Airain, d'où je viens, qui est moi qui skie, mais que ça soit quand même discret, que ça soit pas que moi en grand plan qui skie. Et c'est un peu inclus dans le paysage et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, le travail qu'ils ont fait. Et où on peut trouver ces vêtements ou ces accessoires à vendre? Sur internet, sur Mélanie.Meillard shop, sauf erreur. Je sais pas exactement le. Mélanie Meillard. Mélanie on Meillard mettra shop. les références. Exactement. Ça se trouve facilement, je crois. Grand merci pour toutes ces réponses. Et on a encore une dernière question, une question surprise que je vais te laisser découvrir. Ah, encore? Eh oui. Moi, je pensais que la question, on l'avait déjà faite. Ah non. Question surprise. Ah ouais, celle-ci, la surprise. Ah ouais, non, attention là, parce que là, je vais me faire avoir. Hein. Coucou Mel, ça va? Alors tu sais, nous dans nos sports, on mesure toujours combien de poids tu lèves pour avoir une préparation physique, combien de kilomètres à vélo, combien de piquets tu passes pendant une année. Ma petite question est de savoir combien de pelotes de laine tu achètes pendant une saison de ski. Voilà, ciao ciao, bonne soirée. Combien de pelotes de laine tu achètes? Ah bah ça,
caches t'en fais déjà? Ça dépend les années. Là, ça fait un petit moment que j'en ai pas acheté, j'ai envie de dire. Donc, pour l'instant, mon décompte n'est pas très haut. Mais en tout cas, à la maison, j'en ai beaucoup trop. Donc, tu es créative. Au point que je ne peux pas les compter. Plus les compter. Je suis créative, ouais. Enfin, Donc, j'essaye d'être créative. Ça dépend un peu les moments et le temps que j'ai, mais je crée à peu près tout avec les plots de lait. Elle va sûrement d'ailleurs nous faire un super joli dessin. Si tu es créative sur la toile de la mais je presqu'île. suis créative au crochet, mais pas en dessin. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. L'émission touche déjà à sa fin. Mélanie, on te souhaite une bonne suite de saison. Merci beaucoup. Et on croise les doigts. Et Gaëtan, merci beaucoup d'avoir partagé un peu de ton expérience. Comment on peut te contacter si besoin? On me retrouve finalement sur mon site internet allinmental.ch ou alors directement sur LinkedIn ou Instagram. Merci. Avec plaisir. Et on vous souhaite une bonne fin d'année, de belles fêtes. Encore quelques semaines avant de pouvoir ouvrir les paquets sous le sapin. Quant à vous à la maison, on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Mais n'oubliez pas de jouer à notre jeu concours sur quiz.lenouveliste.ch en répondant à la question suivante. Où auront lieu les championnats du monde de ski alpin en 2027 à Nax, Vesnona ou Crans-Montana? Bonne chance à tous. On se quitte en peinture. Place à vos talents d'artistes sur la toile de la saison 3 de l'après-ski. À tout bientôt. Ciao, ciao. L'après-ski, une émission du Nouvelliste avec le soutien de Ski Actu. Retrouvez l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV avec le soutien de Bliblablo et Net+. Ski Valais. Raiffeisen, sponsor de Swisski depuis 2005.